augmenter sa surface financière pour que ce fonds puisse prêter aux États et garantir certains prêts à des taux, évidemment, beaucoup moins chers que quand les États le font directement. Actuellement, l'urgence, c'est quand même la situation en Grèce. Et là, il se passe toujours rien. De tout ça en découle. La Grèce, aujourd'hui, il est important, nous allons aller forcément... Enfin, moi, je l'avais dit il y a quelques mois, ça paraissait complètement aberrant. Il faudra aller plus loin sur la décote de la dette. Parce que aujourd'hui, nous sommes pour les banques. Parce que les banques doivent prendre leurs responsabilités. C'est facile de faire des profits et de ne pas prendre leur part, effectivement, à cette perte et à la situation grecque. Donc pour les banques, nous allons forcément aller vers une décote de la dette grecque. La moitié, c'est 50%, 60%. On est sur 50%. Ça pourrait monter. Oui, voilà, mais c'est le débat actuel. Pourquoi est-ce que c'est pas facile de décider à 27 et à 17? Donc aujourd'hui, il faudra aller sur une décote de la dette grecque. Pourquoi? Pour laisser, parce qu'on ne pourra pas saigner les Grecs indéfiniment. En plus, je vous le rappelle, c'est ce que je disais au début, le peuple grec n'est quand même pas responsable vraiment des dérapages de leurs dirigeants pendant de longues années. Ils ont quand même maquillé les comptes, ils ont présenté des faux comptes, et c'est vrai que l'Europe n'a pas vraiment contrôlé ces disciplines budgétaires. Il faut punir les États qui laissent dériver leur compte public. Alors, les mécanismes de sanctions sont déjà dans les traités. Il était dans le traité de Maastricht. Simplement, c'est vrai qu'il faut que la Commission puisse avoir connaissance de ces dérapages et qu'elle puisse interpeller le Conseil européen qui vote à la majorité qualifiée les sanctions. C'est vrai qu'aujourd'hui, personne n'avait exercé ses prérogatives. Et je rappelle les propos du président de la République cet après-midi. Il dit c'est vrai qu'aujourd'hui, on est obligé de gérer les conséquences de l'inconséquence des inconséquences des dirigeants précédents. Est-ce qu'à vos yeux, Silvio Berlusconi, le président du Conseil italien, est crédible pour faire face aux difficultés que rencontre aussi l'Italie? Il est encore président du Conseil, donc sa crédibilité, de toute façon, vous savez, si jamais il ne met pas en œuvre le programme, notamment de réduction des dépenses, c'est un vrai programme, parce qu'on appelle ça même un programme de rigueur. C'est vrai que son économie risque d'en payer très cher les conséquences. Et s'il faut recapitaliser les banques, ce qui est probable, est-ce que vous êtes favorable à ce que les États, et notamment donc la France, entrent dans les conseils d'administration? Alors, nous, on a toujours considéré, en tout cas, moi, à titre personnel, je considère qu'on puisse prêter ce qui s'est passé notamment en 2008 et que les prêts ont été remboursés avec des intérêts. À la limite, pourquoi pas? D'être un conseil d'administration, pourquoi pas? Mais c'est pas le métier de l'État que d'être banquier. Il faut laisser faire le métier de banquier aux banquiers. Donc, de pouvoir prêter de l'argent. Oui. Pardon? Si l'État doit leur prêter main forte. C'est ce qui s'est passé depuis 2008 avec succès. Est-ce que c'est pas l'occasion de les surveiller un peu plus? Une majorité de Français, on le voit dans un sondage publié aujourd'hui, est favorable. Bien sûr, mais il y aura un mécanisme de contrôle. La preuve en est, c'est que depuis 2008, il y a eu une supervision et une régulation financière qui a été mise en œuvre et adoptée dès cette année au Parlement européen et qui est en vigueur. Donc le contrôle se fera, notamment avec une mesure incontournable qui est dans les traités, mais on en parle comme ça. Vous savez, je vais vous donner un autre exemple sur l'Europe, c'est le gouvernement économique. On en parle depuis des années en disant monnaie unique, donc monnaie commune, donc gouvernance économique. Pourquoi? Pour avoir une convergence sur les politiques sociales, fiscales et budgétaires. Parce que vous ne pouvez pas avoir des effets d'aubaine dans certains pays ou des dérapages comme on a pu assister en Grèce et avoir effectivement la monnaie unique. Rachida Dati, une question. La gouvernance économique, là, ça commence à se mettre en place de manière très sérieuse puisque... Non, parce que là, il est même évoqué éventuellement de modifier le traité pour évidemment qu'il y ait un véritable contrôle sur la discipline budgétaire. Mais là, il faut absolument qu'on prenne nos responsabilités. Je vais vous donner, ça n'a rien à voir, mais c'est un exemple. Vous savez, le mandat d'arrêt européen, et c'était discuté depuis des années au Parlement européen et au niveau des institutions européennes. Et puis les États disaient oui, non. Et il y a eu les attentats du 11 septembre 2001 et le mandat d'arrêt européen s'est mis en œuvre de manière très rapide pour évidemment interpeller les grands criminels, les terroristes, et un mandat européen extrêmement efficace. Donc l'Europe a souvent avancé à coup de crise et aujourd'hui nous sommes en plein Vous êtes en train de dire crise. Que si rien n'est fait demain pour contraindre les pays, au fond les États membres, ça ne marchera plus, ça ne fonctionnera plus. Non mais là aujourd'hui les décisions ont été prises, il est normal, parce que les chefs d'État sont aussi contraints à leur politique intérieure. Donc Angela Merkel est obligée aussi de consulter sa coalition, et puis pour nous, le président de la République a une responsabilité, il a sa majorité. Il faut changer la Constitution européenne? Il faut la faire évoluer? Non mais là, c'est le mode de décision qui est comme cela. Moi, il faut. Ça fait des années que tout le monde dit ça. Hein. Non mais parce que on a élargi l'Europe sans mettre le mode d'emploi et les modes de décision adaptés à cet élargissement. Mais maintenant que nous y sommes, alors comment est-ce qu'on en sort? Justement, il va y avoir une nouvelle méthode de sanction
notamment pour les pays qui ne respectent pas la discipline budgétaire. Avant, il fallait sanctionner la majorité qualifiée. Le six-pack, oui, mais... Non, mais attendez. Avant, il fallait sanctionner la majorité qualifiée, les pays qui ne respectent pas une discipline budgétaire, parce que c'est toujours dommage que les bons élèves payent pour les mauvais. Là, ça va être la majorité qualifiée pour ne pas sanctionner. Donc, on inverse effectivement le mode de sanction. Vous n'avez pas l'impression qu'on sanctionne d'abord les peuples, tout de même? Ah ben, c'est les peuples qui sont sanctionnés. Parce que les Grecs... chaque fois qu'on demande un effort à un pays, c'est moins payer les retraites, c'est moins de services à les fonctionnaires, etc. Ça n'est pas le cas de la France, je vous le rappelle. Ça n'est pas le cas de la France. Non, pas encore. Non. Mais on commence à parler de plus en plus de possibilités de baisser les retraites, de baisser les salaires des fonctionnaires. Monsieur. Oui, bien sûr. Mais non, mais attendez, on peut aussi dire que tout va être en faillite, que c'est une catastrophe et que tout va même finir. Je vous dis aujourd'hui que ça n'est pas le cas et qu'on a une action effectivement résolue. Et c'est vrai que le président de la République a permis que la France ne soit pas dans une situation comparable de celle de la Grèce ou même du Portugal ou de l'Espagne il y a un certain temps. Alors Rachida Dati, justement, on en parle. Nicolas Sarkozy va s'expliquer jeudi soir à la télévision sur TF1 et France 2. On a envie de vous poser la question, mais pourquoi faire? Que va-t-il dire de plus que ce constat de la crise qui a déjà été établi il y a 3 ans maintenant? Non, mais en 2008, il n'a pas fait un constat. Il a quand même pris des mesures. Enfin, moi, je vous le rappelle. En 2008, il y a une crise financière qui n'est pas d'origine européenne, qui est d'origine américaine. Donc, nous, on est en dégâts collatéraux. Quelles sont les décisions qui ont été prises? D'abord, que le G20 se réunisse pour la première fois au niveau des chefs d'État et de gouvernement. Lutte contre les paradis fiscaux. Ça n'a pas empêché la crise actuelle. Ah non, attendez. Non, mais ne me bondissez pas dessus, hein. Ceux qui ne voient pas, j'exprime. Non mais attendez, ce que je veux vous dire, c'est que lutte contre les paradis fiscaux, c'est quoi? C'est toutes ces conventions fiscales qui se mettent en place depuis 2008. Vous savez, les pays se mettent effectivement aux normes et aux standards internationaux, justement, pour lutter contre ces aubaines fiscales, contre ces exilés fiscaux et ces paradis fiscaux qui sont effectivement toujours là quand même, ces paradis fiscaux. Écoutez, le monde est un monde sans paradis fiscal. Non, c'est pas vrai. Écoutez, ou alors donnez-moi des exemples précis. Je vous dis que le nombre de paradis fiscaux a nettement diminué. C'est une réalité. La supervision financière des banques, elle a été mise en œuvre. L'encadrement des bonus des traders, elle a été mise en œuvre. Et puis également, l'Irlande. Vous savez, il y a 2 ans, on continue de parler de toutes les mesures. Mais écoutez-moi 2 secondes. Ne soyez pas dans votre... Je vous dis simplement, l'Irlande, qui était en quasi-faillite, aujourd'hui s'en sort. L'Espagne s'éloigne, évidemment, de la crise. Et le Portugal commence un peu à s'en sortir. Donc là, il faut absolument que nous sortions la Grèce de la crise et puis avoir les outils opérationnels et puis des responsabilités politiques à la hauteur des enjeux d'aujourd'hui. Donc ce qui s'est passé en 2008, il y a eu des décisions qui ont été prises et qui ont été mises en œuvre. Donc c'est faux que de dire que rien n'a été fait et que ça va être comme d'habitude. Et l'explication du président de la République devant les Français, il est président de la République, il est important qu'il explique aux Français la situation dans laquelle nous sommes. Et puis je crois que c'est un des rares, pour ne pas dire quasiment le seul, à savoir expliquer aux Français l'impact des décisions européennes qui apparaissent souvent techniques pour les Français ou pour les Européens, d'expliquer ces décisions, en quoi elles impactent le quotidien. Est-ce qu'il n'est pas resté silencieux trop longtemps, justement, sur cette crise? Enfin, il est peut-être resté silencieux, mais il bosse. Il est mobilisé, il est sur le terrain, il est engagé. Regardez, là, depuis quelques semaines, pour ne pas dire depuis quelques mois, il est totalement engagé pour défendre les Français et les intérêts des Français. Enfin, on s'en sort mieux que les autres pays européens. Enfin, il suffit de regarder la carte européenne pour s'en rendre compte. Si on vous suit bien, vous dites il va expliquer les choses, il ne va rien annoncer de nouveau. Il va expliquer les décisions qui auront été prises dans le cadre de ce sommet européen. Et sur ce qui s'est passé avant ce sommet, la crise en Grèce, elle dure depuis des semaines, si ce n'est des mois. Il n'est pas intervenu là-dessus depuis. C'est pas trop tard. Il n'est pas élu en Grèce. Il dit simplement qu'il gère les conséquences. À ce moment-là, il ne nous parle jamais de la situation internationale. Non, mais il n'est pas élu en Grèce. Il dit simplement... C'est quand même quelque chose qui inquiète énormément les Français. Il y a eu un plan d'aide qui a été adopté pour la Grèce. Nous en sommes au 2e plan d'aide. Donc, vous ne pouvez pas dire qu'il se désintéresse de la situation grecque. Il est en totale responsabilité pour que les Grecs ne soient pas totalement saigné quand même. Enfin, il faut respecter ces peuples qui souffrent. C'est ce qu'il fait par les décisions qu'il prend. Il peut très bien dire ça ne me concerne pas. Ça n'est pas le cas. Parce qu'évidemment, il dit le peuple grec n'a pas à payer les inconséquences de leurs dirigeants précédents. Alors Rachida Dati, vous défendez bec et ongle, on l'entend au fond l'action du président de la République. C'est une réalité. Vous êtes toutefois plus critique à l'endroit du Premier ministre François Fillon qui a dévoilé ses ambitions parisiennes. Je vous propose d'écouter ce qu'il déclarait, c'était lundi soir, sur le plateau du 20h de France 2.
J'ai dit que je serais candidat aux législatives à Paris parce qu'il y avait un certain nombre d'occasions qui me conduisaient à le faire, et notamment le dernier congrès des maires et adjoints de la Sarthe auquel j'ai participé. Vous avez choisi la circonscription ? Je l'ai choisi et tout le monde le sait, mais je le fais simplement parce que je pense que je peux être utile dans un nouveau contexte politique, dans une capitale française où notre famille politique a rencontré beaucoup d'échecs, où il faut essayer de rassembler. C'est pas une décision qui a été très facile à prendre pour moi, compte tenu de mon attachement à la Sarthe, mais je pense que, comme je l'ai dit, dans la Sarthe, à emprunter toujours les mêmes chemins, on devient moins utile. Si je peux être utile à Paris, j'essaierai de l'être, mais j'y viens avec beaucoup d'humilité. Alors, Rachida Dati, François Fillon, candidat à Paris, dans la circonscription qui concerne votre arrondissement. Hein. Vous êtes pour ou contre ? On le sait, vous êtes contre. On vient pendant 10 minutes d'expliquer la situation de la France et la situation de l'Europe. Moi, je veux vous dire, je vois le président de la République qui est en première ligne tout le temps. Vous savez, François Fillon, c'est le Premier ministre de la France. Moi, je suis choquée qu'au lieu de s'occuper des Français, de leurs difficultés, d'aller sur le terrain, moi, je suis une fois par semaine en France, au nom de ma famille politique, pour expliquer l'action du gouvernement. Alors, il est en Corée, au Japon, c'est un Premier ministre qui n'a jamais autant voyagé. C'est bien d'aller parler aux Coréens, aux Japonais, c'est mieux de s'occuper des Français, je crois, et surtout en ce moment. Donc, moi, je suis choquée qu'il soit plus préoccupé par son avenir personnel. Alors, ce qui l'a conduit à vouloir se présenter aux législatives à Paris, moi, je vais vous le dire, parce que maintenant, il faut aussi dire les choses. La première, c'est qu'il a dit, notamment à des ténors de la majorité, c'est qu'il allait être battu dans la Sarthe. Il suffit de le vérifier, et il a eu effectivement des éléments pour cela, en disant j'allais être battu dans la Sarthe, il vaut mieux que j'aille ailleurs. Et la deuxième chose, c'est qu'il a dit je veux une circonscription sans électeurs et acquise à la droite. Donc c'est facile. Voilà, quel mépris et pour la démocratie et pour les électeurs. Puis la troisième chose, moi je trouve un peu choquant, de la part d'un Premier ministre, il a le pouvoir, il a les moyens, il a reçu Jean Tibéry, il a proposé, et puisqu'il a permis de faire recruter son fils au ministère des Finances, contre l'avis du ministère des Finances, à un poste au ministère des Finances, alors que nous réduisons le nombre de fonctionnaires, il reçoit les élus les uns après les autres pour leur proposer des postes et des tas d'autres choses. Il vient de recruter quand même à Matignon une personne pour se charger de sa campagne pour Paris. Et puis, il a d'autres moyens. Il a un beau portrait dans le Figaro à sa gloire. Voilà, donc attendez, si on veut m'écarter... Ce que vous dites, vous êtes ancienne garde des Sceaux, vous connaissez le poids des mots. Vous êtes en train de nous dire que le Premier ministre a fait engager le fils de Jean Tibéry pour son intérêt politique et qu'il a embauché quelqu'un à Matignon pour travailler à son élection, ce qui est totalement illégal. Il a embauché quelqu'un qui est du Conseil de Paris, pour effectivement suivre les affaires parisiennes, pour son implantation à Paris. Et puis il reçoit les élus les uns après les autres. Je vais vous donner un dernier exemple en date. Un élu et non des moindres qui me soutenait et qui me soutient m'a dit si j'ai été reçu par le Premier ministre, qui risque de me proposer, qui peut me proposer quelque chose qui m'intéresse, évidemment, je ne te soutiendrai pas et je soutiendrai si effectivement l'affaire se fait, si je puis dire. Donc moi, vous savez, je n'ai pas la même conception de la politique. Moi, elle est liée à mon travail, à mon action et sur le chemin. Non mais juste pour terminer là-dessus. Moi, je n'ai pas les mêmes moyens et je n'ai pas son pouvoir. Donc, s'il veut m'écarter, c'est très facile. Je dis simplement, et je rappelle une chose. Vous savez, ils étaient très contents que je sois un atout au moment de la présidentielle. Que je sois, vous savez, on a attaqué la gauche sur la diversité. On a attaqué la gauche sur la parité. Et donc, quand il s'est agi de prendre un ministère difficile pour y mener des réformes difficiles, je vous le redis, j'ai mené ces réformes difficiles. Je les ai menées à bien et à terme. À aucun moment, je n'ai vu le Premier ministre à cette époque pour mener ces réformes difficiles jusqu'au bout. Je crois que jusqu'à maintenant, depuis mon départ, aucune réforme au ministère de la Justice n'a été enclenchée. Donc je dis simplement qu'au bout d'un moment, il faut dire les choses. Et aujourd'hui, M. Fillon s'intéresse à son avenir personnel. Peut-être que le président de la République a besoin de lui en première ligne pour protéger les Français, et en particulier en période de crise. Alors plusieurs questions, Rachida Dati. La première, c'est tout simplement, vous êtes donc candidate dans votre circonscription à Paris. Savez, ça veut dire quoi? Vous en avez fini avec l'Europe? Je n'ai pas les mêmes propos que le Premier ministre. Je ne dis pas j'ai choisi. J'ai trop de respect pour les électeurs et pour les Français pour ne pas dire je choisis. Je ne choisis pas une circonscription. Moi, je travaille, je suis sur le terrain, je mène des actions, j'ai un bilan et je serai élu si les électeurs le souhaitent. Cette investiture... Non, mais c'en est fini de votre travail à Strasbourg. Donc. Mon investiture m'avait été promise par le président de la République et d'ailleurs en présence de Claude Guéant. Donc on peut promettre des choses et ne pas les tenir. C'est pas le problème. Moi, c'est simplement la méthode, parce que c'est facile. Et puis je rappelle une chose, c'est Michel Liomari, au dernier bureau politique, a interpellé Jean-François Copé sur la parité. Je vous invite à regarder quelque chose. À Paris, il n'y aura plus aucune femme investie ou élue.
plus aucune femme. Pour une ville où il y a plus de la moitié des Parisiens qui sont des Parisiennes, moi je trouve ça un peu choquant. Donc revenons à nos valeurs de l'UMP et ne faisons pas n'importe quoi en fait simplement pour des histoires de confort personnel. Voilà, c'est uniquement cela. Le sentiment que cette investiture qui vous a été promise par le président de la République, elle n'est plus acquise aujourd'hui ? Je n'en sais rien. Je dis simplement, on n'en a pas reparlé récemment. La dernière fois qu'on en a parlé, c'était il y a un an. Je dis simplement, c'est la méthode qui me choque, madame. Moi, c'est pas le reste. Après tout, s'il veut être investi, si les électeurs le choisissent, c'est la méthode. Enfin, ça va. Vous savez, l'UMP, on a fait campagne. On a gagné sur le mérite, sur le travail, sur la reconnaissance des femmes, sur le renouvellement, sur la diversité. Ça veut dire quoi ? On me met dans la vitrine. Je fais le boulot et après on dit bah là finalement on va prendre la place et puis on me ressortira au moment où c'était utile. C'est un peu gênant. Franchement, ça me dérange un peu. On vous sent ému, vous vous sentez un peu humilié par ça ? Non, c'est pas de l'humiliation. Vous savez, la vie mérite mieux que ça. J'ai pas d'émotion. C'est juste de dire que c'est pas normal. Enfin, on fait pas de la politique comme ça. La démocratie est irréprochable. Vous n'avez pas l'impression que cette période, qui était le début du quinquennat, donc l'ouverture, la diversité, c'est terminé ? Terminé. Non, mais c'est pas le sujet, c'est pas que ce soit terminé ou pas. Je suis conseiller politique. Parce que si c'est terminé, ça explique ce qui pourrait se passer. Non, mais ça veut dire qu'on tient pas les engagements et les valeurs de l'UMP. C'est tout ce que je dis. Je dis pas que c'est terminé. Ça se reproduira peut-être dans 1 an, dans 2 ans ou dans 5 ans. Mais on peut pas demander à quelqu'un vraiment d'aller au front, d'aller au combat. Ce que j'ai fait, oui, on a bien compris. D'aller aux élections. Ce que j'ai fait. Je soutiens l'action du gouvernement matin, midi et soir. Et c'est de dire, écoutez, moi je vais être battu quelque part. Et puis il sera Premier ministre, ancien Premier ministre quand il se présentera. Enfin, donc un statut ne vaut pas élection. Vous ne pensez pas que, au fond, François Fillon se présente à Paris. Est-ce qu'il le fait, d'après vous, sans l'aval du président de la République ? Mais c'est pas le sujet. Simplement, je rappelle, il parlait. Non, mais parlait de la promesse du président. En ce qui vous concerne, j'en sais rien. Moi, je ne suis pas dans le secret de leur conversation. Ouais. Je vous dis, il faut dire ça aux Français. Ils sont exaspérés par cela, et vous le savez bien, parce que c'est comme ça qu'on désintéresse et qu'on éloigne les Français de la politique. C'est par des méthodes et des pratiques comme celle-ci. Moi, vous savez, je promets pas. Moi, je travaille. Je mène des actions et puis je concerte, je consulte et je vais à la rencontre des Français. C'est ce que je fais. Il suffit effectivement de regarder ce que j'ai fait. Vous souhaitez une primaire Dati, Fillon pour 2014 ? Mais s'il faut faire une primaire, moi je ferai une primaire. Je dis simplement, il y a des problèmes à Paris. Oui, la droite parisienne n'a jamais autant reculé. Et puis l'équipe de François Fillon a eu un échec cinglant aux dernières sénatoriales. On a perdu 3 postes de sénateurs à droite. Alors si effectivement le fait qu'ils viennent, si c'est ajouté la division, si c'est la volonté de la droite parisienne, je me plie. Vous plierez ou vous serez candidate en dissidence en prenant les Français à témoin? Mais moi, je serai candidate aux législatives. Il n'y a pas de raison que je ne représente pas les habitants du 7e arrondissement, notamment à l'Assemblée nationale. Sans l'investiture UMP. Non, mais on verra. Je dis simplement que je suis candidate aux législatives. Voilà. Je dis simplement, arrêtez d'être intéressés par le bout. Je vous dis simplement, la méthode n'est pas acceptable. Il faut que les Françaises sachent effectivement comment ça marche et comment ça s'est construit. C'est pas parce qu'on a peur d'être battu qu'il faut effectivement enlever quelqu'un qui aujourd'hui a apporté à la droite, a fait le travail pour la droite et continue à soutenir cette action de la droite. Certains pourraient vous reprocher, c'est ce qui a été fait, d'avoir été au fond vous-même, pardon pour le terme, parachuté dans le 7e arrondissement. J'ai fait campagne, j'ai été élu 10 points de mieux que mon prédécesseur. Et je vais vous dire, monsieur Aquili, regardez mon bilan, je travaille tous les jours pour les habitants du 7e arrondissement, mais pas uniquement pour eux, parce que je suis conseiller de Paris pour les Parisiens dans leur ensemble. Donc moi, vous savez, je travaille. Si j'avais pas mené une action, si j'avais pas fait campagne, on pourrait me dire que c'était une stratégie de confort. Puis je vous renvoie aux critiques de l'époque. On avait dit, oh là là, faut pas la présenter à droite, dans le 7e. La droite va perdre le 7e arrondissement. Puis après, quand j'ai gagné, on a dit que c'était trop facile. Et à l'époque, ma candidature, le président de la République avait dit, c'est bien de montrer aussi que la France est multiple et ouverte, y compris dans le 7e arrondissement. Donc là, on est quoi, sur le repli sur soi ? Voilà, moi c'est la méthode qui me gêne, c'est de dire on utilise le pouvoir, on utilise son pouvoir, voilà, c'est le pouvoir et la France nous appartient. Et vous direz c'est pas comme ça que ça se passe. Vous direz tout ça demain, j'imagine, à Jean-François Copé qui fait une réunion sur Paris, c'est ça ? Il le sait. Il le sait. Ouais. Nous marquons une pause, il est 18h33. Radio France Politique. En direct sur France Inter, France Culture et Le Move.
C'est l'heure de la séquence Génération avec vous, Benoît Bouscarel-Dumouve. Vous êtes à la main. Rachida Dati, cette semaine s'est terminé le procès en appel des émeutiers de Villiers-le-Bel sur les 4 accusés condamnés en première instance pour avoir tiré sur des policiers en 2007. Un a finalement été acquitté et les peines prononcées ont été allégées. La défense dit que c'est un signe de la faiblesse de l'accusation. Quel est votre avis là-dessus ? D'abord, je vais pas, vous savez, je dirais même pas comme ancien garde des Sceaux, mais comme ancien magistrat, je vais pas commenter une décision de justice, une décision populaire. C'est une cour d'assises. Je dis simplement que cette affaire, j'ai eu à en connaître puisque j'étais garde des Sceaux à l'époque. C'était très très sensible, et c'est moi qui ai demandé à ce qu'une instruction soit ouverte. Pourquoi ? Pour que toutes les parties aient accès au dossier. Donc il y a eu une instruction qui a été ouverte, il y a eu qui s'est déroulée, une enquête, il y a eu une première décision, puis une deuxième. Donc moi, je m'en remets à la décision de la justice. Justement, voilà. la défense vous vise un peu en disant que l'enquête à l'époque a été manipulée et bâclée, notamment sous la pression des autorités de l'époque, pour aller vite. C'est ce que je disais à l'instant sur les élections. Il faut dire la vérité. Arrêtez de... On mélange les choses. Ça veut dire quoi ? On est saisi de cette affaire. Ça provoque beaucoup d'émotions dans l'opinion publique. Qu'est-ce que je décide ? Je demande au procureur de la République d'ouvrir une instruction. Au contraire, pour que tout le monde ait accès au dossier et pour que tout le monde ait les mêmes outils de défense. Voilà. C'est simplement pour une meilleure égalité des armes. Le témoignage c'est moi qui ai demandé. L'appel à témoignage. Ça, c'est un outil de procédure. Vous regrettez ou pas ? Mais non, mais moi, c'est pas moi qui le décide. C'était la bonne décision à prendre. Non, mais ça, j'en sais rien. C'est le juge d'instruction. Vous avez certainement un avis là-dessus. Mais je n'ai pas d'avis là-dessus. C'est une procédure dont je n'ai pas eu à connaître dans le fond. Je vous dis simplement que c'est moi qui ai demandé à ce qu'un juge d'instruction soit saisi de cette affaire, à la grande satisfaction des avocats à l'époque, des parties civiles, mais également des accusés. Alors on voit que cet appel à témoins n'a pas donné grand-chose, puisque les témoins en question, les témoins sous X, ne sont pas venus au procès en appel pour témoigner, pour déposer à l'audience. Pour certains, c'est encore un signe de l'affaiblissement de l'autorité en banlieue. Écoutez ce qu'en dit Fabien Jobard, il est sociologue et chargé de recherche au CNRS. La police, y compris la police judiciaire, n'a plus de relation habituelle avec les gens là-bas et était obligée de passer par ces filières plus ou moins institutionnalisées, c'est-à-dire ces indicateurs, pour essayer de collecter des informations, ou bien de passer par des moyens extraordinaires, et dont la recevabilité devant la justice est même discutée, qui sont les appels à un témoignage contre rémunération. Mais ça, c'est le résultat d'un long processus de distance entre une population, une ville et les policiers. Rachida Dati, vous faites le même constat ? Non, mais je vois pas le rapport du tout avec l'affaire que vous évoquez et ce que vient de dire M. Jobard. Le fait qu'on ait besoin de lancer des appels à témoignages contre rémunération, notamment. Vous les avez également pour les accidents de la circulation. C'est pas une procédure en dehors du droit commun, ça existe dans toutes les affaires. Vous savez que ça a choqué à l'époque. Non, mais n'ayez pas un parti pris, je vous en supplie, n'ayez pas un parti pris. Mais ce que vient de dire M. Jobard n'a rien à voir avec l'affaire. M. Jobard indique les méthodes d'enquête de la police qui peuvent faire appel à des indicateurs. Là, ce que vous me dites, ce sont des témoins d'une affaire qui veulent témoigner sous X, c'est-à-dire de manière anonyme, pour ne pas être victime de représailles. Ce sont deux choses totalement différentes. Alors, on peut parler de la première, si vous le souhaitez. On peut parler de ça, si vous le souhaitez. C'est un acte de procédure qui arrive très régulièrement dans toutes les affaires. Donc, vous ne regrettez pas, ça s'est passé normalement Mais attendez, moi, est-ce que vous pouvez comprendre que c'est une affaire qui a été instruite sur laquelle je ne suis pas partie à l'affaire, je ne sais pas ce qu'il y a dans ce dossier. Il y a des témoignages sous X qui, dans le cadre d'une procédure, c'est un acte de procédure. Je ne sais pas ce qui a été dit dans ce témoignage et je ne sais pas à quoi a servi ce témoignage. Donc ne me demandez pas de commenter une affaire à laquelle je n'ai pas participé. Sur cette coupure en banlieue entre les autorités et les habitants, le plan banlieue, à l'époque vous disiez que Fadela Amara, avec son plan banlieue, faisait une politique de la ville haute couture, c'était vos mots. Il en reste quoi aujourd'hui du plan banlieue ? Attendez, le plan banlieue auquel moi j'avais participé modestement comme garde des Sceaux, parce que j'ai créé des classes préparatoires intégrées pour permettre notamment à des étudiants méritants, mais qui n'avaient pas les moyens matériels d'accéder aux grandes écoles, de pouvoir être pris en charge par l'État. J'ai créé des centres éducatifs fermés avec des prises en charge pédopsychiatriques. J'ai créé des internats d'excellence dont je suis à l'origine et à l'initiative, ces internats d'excellence, bien avant d'être dans ce gouvernement. Donc les mesures, c'est-à-dire plan banlieue, c'est pas, ce sont des mesures qui doivent effectivement concerner tous les ministères et tous les domaines. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'a pas résolu
le chômage des jeunes, et en particulier dans les quartiers difficiles ou les quartiers populaires. Ça peut être 40 jusqu'à 50 ou 60%, parce que beaucoup de jeunes d'ailleurs ne sont même pas inscrits. Donc on peut même pas effectivement savoir s'ils sont au chômage ou pas. Et puis vous avez beaucoup ce qu'on appelle les décrocheurs scolaires, qui est un peu la zone grise. C'est les 16-18 ans. Donc la politique du gouvernement est un échec pour les quartiers ? Qui ne peuvent pas s'inscrire ni à la NPE, ni même dans les missions locales, et qui sont là, effectivement, qui disparaissent du système scolaire. Moi, ce que je regrette, c'est que la réforme de la carte scolaire, à laquelle j'ai travaillé dans le programme présidentiel, aujourd'hui n'est pas été mise en œuvre comme nous l'avions décidé dans le cadre du projet présidentiel. Et c'est vrai, vous avez raison, la carte scolaire telle qu'elle a été mise en œuvre a accentué les inégalités plutôt que les a réduites. Donc c'est là-dessus qu'il faudra travailler sur ce sujet pour la prochaine campagne présidentielle. Nicolas Sarkozy s'est coupé des banlieues au fil des années. Il est président de la République, donc c'est vrai qu'il ne peut pas être partout. Mais c'est vrai que sans doute il y a... C'est la raison. Une bonne partie de la République quand même, les banlieues. Oui, d'accord. Il avait parlé de plan Marshall. Non, moi j'en ai jamais parlé. Non, pas vous, mais lui, le président, oui. Non, ça n'est pas ça. Le plan Marshall des banlieues. Non, ça n'a jamais été ces termes, ça a été les termes d'Éric Raoult, mais pas celui du président de la République, pas ceux du président de la République. Mais alors vous allez dire que je fais une fixette, mais moi j'aurais aimé par exemple que le Premier ministre aille dans ces quartiers populaires, fasse des tables rondes, rencontre ces populations, comprenne leurs difficultés, leurs malaises. Ça a été la grande force et la grande qualité du président de la République que de se rendre compte que dans ces quartiers difficiles, c'était pas que des quartiers de voyous et de délinquants, bien au contraire, c'est les premières victimes de la délinquance et de l'insécurité. Merci Benoît Bousquerel pour cette séquence Génération. À vous, Marie-Ève Malouine. Oui, vous parlez des difficultés de la majorité. Il y a maintenant un candidat à gauche, on connaît son nom, c'est François Hollande. Il y a un effet positif dans les sondages. Est-ce que vous pensez que ça doit inquiéter Nicolas Sarkozy et redoubler sa vigilance et son attention notamment à des choses comme François Fillon que vous décriviez tout à l'heure? Non, mais ce qui est important dans cette campagne présidentielle, ce ne sont pas les sondages, et en particulier en période de crise. Non, mais ça va être la capacité et la crédibilité. C'est-à-dire que les Français, vous savez, et moi je le vois au niveau européen, vous avez vu les angoisses et même le populisme qui augmente en Europe. Et on a une tendance, quand on est en période de crise, de se replier sur soi. Et donc justement, il faut éviter cela, notamment pendant la campagne présidentielle. Donc les Français auront à choisir, pas sur la popularité. Ils auront à choisir sur la crédibilité, mais même sur la crédibilité et sur la capacité et sur l'aptitude et sur l'aptitude évidemment à gérer la crise et à sortir la France de la crise. Et je crois que sur les fondamentaux, François Hollande n'a pas été encore testé puisqu'il n'a pas d'abord. Il y a eu des sondages sur sa crédibilité. Il y en a un qui est sorti aujourd'hui, 48 pour François Hollande, 33 pour Nicolas Sarkozy. C'est entre Martine Aubry et François Hollande. Vous savez, c'est toujours plus compliqué pour quelqu'un qui est dans l'action. Si vous voulez être populaire, il faut rien faire, il faut rien dire. Ce que fait pour l'instant François Hollande. Pensez-vous que Nicolas Sarkozy doit présenter sa candidature très clairement, parce que sa candidature, tout le monde sait sauf immense surprise, qu'il sera candidat. Est-ce qu'il doit l'annoncer et rentrer maintenant, compte tenu de cet environnement, notamment cette popularité de François Hollande? Est-ce qu'il doit y aller tout de suite? Vous ne décidez pas par rapport à la popularité d'un autre candidat. Vous décidez, non, mais par rapport au contexte. Vous décidez, quand vous voulez devenir président de la République, sur évidemment les intérêts de la France et les préoccupations des Français. C'est plus grave que cela. Faites pas abstraction du contexte quand même. Non, mais justement, la stratégie, c'est important. Non, mais on ne se décide pas en fonction de François Hollande, on se décide en fonction de la France. Et aujourd'hui, Nicolas Sarkozy est le meilleur pour sortir la France de la crise. Alors vous allez dire, évidemment, c'est partisan, mais je vous dis, la situation est grave et il faut de la crédibilité, de la capacité et aussi de l'expérience. Et aujourd'hui, il en a quand même pas mal, il l'a démontré, et on voit les résultats de la France par rapport à d'autres pays européens. Croyez-moi, comme député européen, on voit l'état des autres pays. Avec François Fillon comme ministre. Vous avez été ministre de la Justice sans aucune expérience ministérielle. Est-ce que ça vous a pénalisé? Non, mais moi je dis pas que François Hollande, parce qu'il n'a pas d'expérience, que c'est pénalisant. Je dis que l'expérience de Nicolas Sarkozy le renforce dans cette capacité. Alors là, moi, je ne trouverais pas chez moi le fait de dire expérience ou pas. Je dis simplement. Ce que vous venez de dire, non, quand même. Je dis que l'expérience renforce la capacité. Enfin, vous savez, moi, quand je suis devenue garde des Sceaux, en ayant collaboré et construit le programme et le projet présidentiel sur la réforme de la justice. Et j'ai été magistrat. Et j'ai été 10 ans collaboratrice quasiment de Nicolas Sarkozy. Et j'ai été aussi 10 ans magistrat. Et j'ai contribué, c'est-à-dire que les réformes que j'ai menées, je les ai travaillées bien avant et en amont du projet de l'élection présidentielle. Donc, et puis, notre programme était extrêmement clair. Moi, j'attends les mesures et les propositions de M. Hollande en termes de crise. Nous, on ne l'a pas entendu. Est-ce que vous l'avez entendu sur cette dernière semaine, sur ce qui se passe en Europe? Oui, c'est des pistes.
qu'est-ce qu'il déciderait? Un peu plus que le projet de l'UMP apparemment, puisque le projet de l'UMP est un petit peu en panne là. Non mais je ne vais pas vous reprocher d'avoir de l'appétence pour Monsieur Hollande. Non, voilà. Ça c'est un schéma classique auquel on joue à l'UMP, non. Quand vous dites qu'il n'a rien proposé, c'est pas un jeu. On a vu alors, aussi dites-moi, alors, je veux bien vous répondre. Les eurobonds. Alors, d'accord. Alors justement sur les eurobonds, c'est un sujet qui est en débat au Parlement européen. Moi j'y étais favorable au départ, mais on peut y être favorable qu'une fois qu'on a assaini, évidemment, la situation budgétaire. Pourquoi? Si vous mettez aujourd'hui les eurobonds, ceux qui sont les plus vertueux vont payer pour ceux qui ne le sont pas. Donc c'est un peu pénalisant, donc c'est pas normal, et vous n'incitez pas, évidemment, les pays à aller vers la vertu. Donc les euro-obligations, c'est une très bonne idée, oui, c'est vrai. Pourquoi? Parce qu'on mutualise des dettes. Et on mutualise effectivement la capacité d'emprunt. Mais vous le faites quand la situation est assainie et en meilleur état. Aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Aujourd'hui, si on fait des euro-obligations, la France et l'Allemagne emprunteront plus cher que ce qu'ils n'empruntent aujourd'hui. Donc ça serait pénalisant pour nos économies. Donc l'idée n'est pas adaptée aujourd'hui compte tenu de la conjoncture. Alors Rachida Dati, deux questions sur... C'était la seule proposition qu'il faisait ? Non, mais sur la Tunisie, non, mais on n'a plus guère le temps. Non, on n'a plus le temps. Deux questions sur la Tunisie et sur la Libye. D'abord la Tunisie, 7,5 millions d'électeurs appelés aux urnes pour élire leur assemblée constituante avec des islamistes d'Ennahda donnés favoris. Faut-il s'en inquiéter? D'abord, ce vote tunisien est un moment important politiquement, important symboliquement dans le cadre de ces révolutions arabes. Je dis simplement, moi je connais bien cette région du monde et les révolutions qui se passent dans les pays arabes, regardez bien, ce ne sont pas des révolutions islamistes ni islamiques. En aucune manière. Donc ce parti n'a été ni à l'origine de la révolution tunisienne et n'en a été ni l'acteur ni à l'origine. Donc aujourd'hui, qu'il se présente comme un parti, il a été reconnu comme un parti démocratique, puisqu'il a été accepté pour se présenter aux élections. Moi, j'ai toute confiance dans la responsabilité et dans le vote des Tunisiens. Donc attendons le résultat. Concernant la Libye, la fin tragique du colonel Kadhafi qu'on a tous vu au fond aux mains des assaillants, est-ce que c'est une fin digne? Est-ce qu'il aurait fallu imaginer autre chose pour ce pays qui est sur les voies de la paix aujourd'hui? La mort d'un dictateur, c'est pas le début d'une démocratie. C'est plus compliqué que ça. On passe pas d'un système autocratique. On passe pas est-ce qu'il faut une enquête sur la mort de Kadhafi? On passe pas d'un système autocratique à un système démocratique aussi facilement. Il faut savoir qu'en Libye, il n'y avait pas de constitution, il n'y avait pas d'institution, les administrations, les contours étaient assez flous. Donc aujourd'hui, vous construisez la démocratie avec des institutions et des administrations stables. Donc le chemin est long. Aujourd'hui, le temps va être le temps de la réconciliation et le temps du pardon. Et moi, je vais vous dire, sur la mort de Kadhafi, c'est vrai qu'on ne répond pas à la barbarie par la barbarie. Donc c'est vrai que les images ont été extrêmement choquantes. Avec quoi qu'on pense de M. Kadhafi. Est-ce qu'il faut une enquête internationale sur les conditions de la mort de Kadhafi? Oui, sans doute. Je crois que l'ONU l'a demandé et ce sera très bien. Ce sera bien pour les Libyens et ce sera bien aussi pour la communauté internationale parce que ça permet aussi de nous rappeler à nos responsabilités et notamment à nos modalités d'action. Vous écoutez Radio France Politique, il est 18h46. Radio France Politique. L'émission politique des rédactions de Radio France. Alors Jean-François Maison de France Bleu Paris 107.1 nous a rejoint. Bonsoir Jean-François. C'est notre séquence vue d'ici avec des questions qui concernent la vie des régions donc de Paris et de l'Île-de-France. Jean-François. Bonsoir Rachida Dati. Bonsoir. Vue d'ici va donc être consacrée ce soir, si vous le voulez bien, à l'aménagement des voies sur berge de la Seine à Paris. Un aménagement souhaité par la municipalité et Bertrand Delanoë, projet auquel vous êtes farouchement opposé, ce qui a fait dire à Dominique Bertinotti, maire socialiste du 4e arrondissement. L'UMP et Madame Dati parlent de concertation. Je crois qu'elle utilise de façon très galvaudée ce terme-là, je tiens à le dire. C'est pas en étant contre que l'on fait évoluer une ville. Et le fait que l'on s'interroge sur la reconquête du fleuve Seine, qui a toujours été un grand fleuve industriel de transport des produits et des hommes, méritait mieux qu'une contestation pure et simple et très négative. Alors vous dites non, mais la commission d'enquête publique, elle, a dit oui avant-hier. Tout d'abord, je ne me suis pas opposée à ce projet pour m'opposer. On a simplement vous avez parlé de catastrophe quand même. C'est marrant, parce que juste finir ma phrase et terminer ma phrase. Je dis simplement que ce projet, pourquoi je m'y suis opposée? D'abord, en 2012, c'est fermé.
Voilà, on ferme les voies sur berge à la circulation automobile. On a 40 000 véhicules par jour, donc on ne sait pas ce qu'on va en faire. Donc en quelques mois, ça va être fermé. Là, pour venir, d'ailleurs, les voies sur berge sont fermées le dimanche entre 9h et 17h. Vous voyez les embouteillages, et nous sommes le dimanche. Ça, c'est Jean Tibéry qui l'a mis en place. Non, mais attendez. Non, mais d'accord, attendez. Je vous dis simplement que ces voies sur berge, qu'elles soient fermées, qu'il y ait un projet de reconquête de la Seine, qui n'était pas dans le programme de Lanoé avant qu'il soit élu, pourquoi pas? Je dis simplement, vous le faites pas à l'échelle de Paris intramuros. Pourquoi? Parce que ces voies sur berge sont utilisées par l'ensemble des Franciliens. C'est un axe économique vital. Vous fermez pas en quelques mois en disant hop, circuler, c'est le cas de dire il y a plus rien à voir, c'est le cas de dire aussi en disant voilà, simplement depuis 2001 à ce jour, il n'y a pas eu d'offre de transport public supplémentaire, notamment concernant le métro. Où vont aller les gens qui circulent en voiture aujourd'hui pour aller travailler? C'est bien de mettre des boîtes de nuit, des pistes de skateboard, c'est bien de faire du festif, très bien, des promenades sur le gazon. Simplement, comment on résout le problème des gens qui travaillent et qui ont besoin de leur voiture? Je pense aux artisans avec leur caisse à outils, leur matériel. Comment vont-ils faire sans offre de transport public supplémentaire? Donc fermons les voies sur berge et examinons ce projet dans le cadre du Grand Paris, pour évidemment faire associer toutes les communes et les collectivités environnantes pour dire comment on peut effectivement éviter ce problème de circulation et ce problème de pollution qui seront aggravés. Je ne suis pas opposée pour m'opposer, j'ai simplement quelques mois à fermer sans avoir réglé le problème de la circulation, des embouteillages et de la pollution. Et d'ailleurs, le préfet de police a émis des réserves, je termine, concernant les délais d'accès des services de secours qui s'est aggravé depuis quelques années. Donc il a dit, écoutez, moi je ne peux pas donner mon autorisation parce qu'évidemment les services de secours pourront plus difficilement accéder. Et la commission d'enquête dont vous parlez, elle a émis des réserves. Deux réserves oui. Et des propositions et des recommandations. Je vous invite à les lire. Mais je les ai lues. Non des moindres. Et donc comment le maire de Paris va passer outre? Il va déclarer le projet d'intérêt public et hop, ça passera. Mais j'aimerais qu'on revienne sur ce que vous avez dit sur votre compte Twitter. Est-ce que vous venez de dire à l'instant, qui est quand même une contre-vérité, vous dites les voies sur berge seront fermées. Vous savez très bien, Rachida Dati, qu'elles ne seront pas fermées rive droite et qu'elles ne seront fermées rive gauche que sur 2 km 300. Ce qui veut dire quand même que c'est un peu une contre-vérité, puisqu'on pourra rouler, elles ne seront pas fermées rive droite. Mais là on roule rive droite. Mais rive gauche aussi, mais c'est que sur 2 km 300. Mais arrêtez de me faire dire ce que je n'ai pas dit. C'est marrant ici, remarquez, c'est intéressant parce que c'est là, enfin, il y a du débat. Enfin, vous l'avez écrit, la contradiction. Le maire de Paris va fermer les voies sur berge à la circulation en 2012. Et les 40 000 véhicules, vous en faites quoi en quelques mois? Et les gens qui travaillent, vous leur dites quoi? Non, mais c'est moi qui vous pose la question. Moi, je vous pose la question. Vous leur dites quoi à vos auditeurs en disant les 40 000 véhicules, les gens qui travaillent, les services de secours, qu'est-ce qu'on fait en quelques mois alors qu'on n'a pas eu d'offre de transport public supplémentaire? Que leur dites-vous? C'est tout. Moi, si c'est réglé, on ferme. Puis on va s'amuser sur les voies sur berge, on ira en boîte tous les deux si vous voulez. Mais si vous voulez. Non mais c'est pas le sujet. Mais je dis aujourd'hui, il n'y a pas d'autres moyens et simplement la décision reviendra au maire de Paris mais aussi au gouvernement parce que les voies sur berge appartiennent à l'État. Vous avez fait une consultation au maire de Paris. Dans le 7e? Non, pas dans le 7e, pour les Parisiens. Pour les Parisiens, 6 000 personnes interrogées, soi-disant 90%. Sous contrôle d'huissier, arrêtez de dire soi-disant. 90% sous contrôle d'huissier. Sous contrôle d'huissier. Contre, il y a un sondage IFOP qui dit que 71% des Parisiens 2000 personnes et sur Internet. 2000 personnes anonymes sur Internet. Donc, la consultation sous contrôle d'huissier de manière nominative avec des gens qui se sont déplacés. Voilà, c'est juste la différence. Le maire de Paris consulte 2000 personnes. Moi, toute seule, j'en consulte 6000 sous contrôle d'huissier de manière nominative. Et le sondage est sur Internet. On peut cliquer, c'est de manière anonyme. Voilà. C'est juste la différence avec ma définition de la consultation et la définition de M. Delanoë. Mais les sondages ne se trompent pas toujours. Ce projet suppose, vous le savez, un accord de l'État, puisque l'État est propriétaire des voies sur berge via le port de Paris. Est-ce que, donc ça veut dire globalement que si ça se fait avant le mois de mai 2012, c'est François Fillon qui va prendre la décision. S'il dit oui, ça sera une nouvelle gentillesse qu'il fera à votre égard? Non, ce sera un désagrément qu'il causera aux Parisiens. Moi, c'est pas une affaire personnelle. Et une dernière question. Vous annoncez être prête à coordonner l'action des particuliers et le recours des Parisiens, si tant est que le projet soit adopté par le Conseil de Paris. Est-ce que c'est votre rôle de centraliser le bureau des pleuristes? C'est écrit dans votre communiqué. Vous êtes prête à coordonner l'action des particuliers et des associations? Rassurez-moi, je ne vais pas être placée en garde à vue après. Non. Bon, très bien. Je vous rassure. C'est parce que c'est un peu voilà. Donc je vous dis juste que de soutenir des riverains ou des franciliens qui se servent de ces taxes pour aller travailler, je ne vois pas pourquoi je les soutiendrais pas. C'est votre rôle de soutenir les recours.
C'est mon rôle de soutenir ceux qui, effectivement, seront entravés dans leur activité professionnelle, pour juste axe vital, pour travailler, pour vivre. Monsieur, je vous rappelle qu'on est un petit peu en période de crise. Alors c'est vrai, il y a des gens et des élus parisiens qui me disent « Moi, ça me dérange pas, je suis en vélo ». Il y a des gens qui ont besoin de leur voiture pour aller travailler, pour l'instant, sauf à offrir de nouvelles infrastructures et de nouveaux modes de transport auxquels je ne suis pas opposée. Merci à vous, Jean-François Maison de France Bleu. Alors, garde à vue, non, mais interrogatoire, oui. Oui. Ici, c'est moderne. On va vous poser des questions. Twitter, Rachida Dati, soyez efficace, des réponses courtes. Marie-Ève Mabune, c'est à vous. Des questions en rafale. Êtes-vous choqué par les apéros saucissons vin rouge organisés par la droite populaire? Question Twitter. La droite populaire, elle fait pas que ça. Mais elle a fait ça notamment. Elle a fait ça notamment. Moi, ça n'a pas appelé de réaction de ma part. Est-ce qu'elle va trop loin en faisant ça ou pas, non? Mais trop loin par rapport à quoi et par rapport à qui? Ils font ça à l'Assemblée entre eux. Moi, ça me gêne pas. Vous n'êtes pas choqué? Non, mais ils sont entre eux. Ils mangent du saucisson. Et on n'a pas dit quel type. On n'a pas dit quel type de saucisson. Et ils boivent du vin. Et voilà. Vous voyez pas du tout un petit symbole, pas du tout. Hein. Vous êtes la seule quand même. Ils ne font pas que ça, ils ont fait ça entre eux et à l'Assemblée nationale. Voilà, ils n'ont pas fait ça sur la voie publique et à forcer les gens à le faire. Allez, Marie-Ève, votre question. Si vous êtes candidate aux législatives à Paris, comment justifiez-vous ce désintérêt pour votre mandat européen? Je n'ai pas du tout de désintérêt pour mon mandat européen, comme je l'ai démontré là au départ, c'est que je suis totalement impliquée sur tous les sujets européens et notamment en période de crise. Je vous rappelle simplement que pour contribuer à la politique nationale, effectivement, il faut être à l'Assemblée nationale. C'est pour ça qu'effectivement, je souhaiterais être à l'Assemblée nationale. Je vous rappelle simplement, et non des moindres, c'était donc un exil. Hein. Et illustres responsables politiques ont tous été députés européens, aucun n'a pu terminer son mandat. Il y en a de nombreux. Hein. Ah, Hubert Bertas, ici. Oui, toujours à propos de vos mandats, vous êtes députée européenne et maire. Que dites-vous du cumul des mandats? Alors, sur le cumul, moi, c'est plutôt sur la durée, plutôt que sur le cumul. D'être député et maire, moi, je trouve ça plutôt intéressant. Parce que ça permet d'allier les enjeux locaux à des enjeux nationaux. Et comme la France est riche de territoires, souvent très différents, c'est pas inintéressant d'avoir les deux dimensions. Député et conseiller municipal, ça oui, peut suffire. Mais ce qui, moi, je pense, il faudra s'engager, c'est que on n'ait pas pendant 20 ans des mandats. Voilà. Moi, je trouve effectivement 2 mandats consécutifs ou 3 mandats consécutifs, c'est pas mal. Voilà. Ça permet à la démocratie de respirer. Question sur Twitter, est-ce que vous avez peur que la gauche, si elle revient au pouvoir en 2012, détricote votre réforme de la carte judiciaire?